Radio Alpa, l'alternative. L'actualité, on en parle avec Jean-Yves Breteau et son invité. Et cette semaine, l'actualité, on s'en parle avec Christophe Conil, premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste de la Sarthe, adjoint au Mans délégué à la vie des quartiers et à la sécurité publique, conseiller communautaire et conseiller départemental de la Sarthe. Bonjour Christophe Conil. Bonsoir. En vue de désigner la candidate ou le candidat qui sera soutenu par le Parti Socialiste pour les élections présidentielles 2017, des primaires citoyennes auront lieu les 22 et 29 janvier 2017. Cette primaire est ouverte aux candidats socialistes et écologistes pro-gouvernementaux de ce que le Parti Socialiste appelle la Belle Alliance populaire. À ce jour, pas moins de 9 candidates et candidats se sont déclarés. Alors, on a failli donner la liste, mais finalement, on invite les gens à les consulter sur Internet. Bon, certains sont déjà très médiatisés. On peut dire, Christophe Conil, qu'il y a beaucoup de candidatures déclarées et d'autres candidatures pourraient les rejoindre dans un délai qui est fixé entre le 1er et le 15 décembre. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour que ces candidatures soient maintenues ou est-ce qu'il suffit tout simplement d'être candidat pour qu'elles soient validées ? Alors non, il y a quand même quelques modalités qu'il faut respecter, notamment il faut être parrainé, comme pour la primaire organisée par les Républicains, par un certain nombre de personnes issues des instances nationales du Parti Socialiste ou parrainées par des élus. Et donc je pense que ça là va éliminer, en tout cas je l'espère, un certain nombre de candidats, parce que là c'est pas très sérieux d'en avoir 9 qui sont déjà déclarés. On a un peu l'impression aujourd'hui que quand on fait de la politique au niveau national, tant qu'on n'a pas dit « je suis candidat à l'élection présidentielle », on n'existe pas. Et je pense qu'on peut exister autrement qu'en disant « je suis candidat à l'élection présidentielle », d'autant plus qu'il y en a qu'on ne connaît pas encore, puisque on ne sait pas si le président de la République sera ou non candidat, ce qui pourrait enclencher la candidature éventuellement de Manuel Valls si François Hollande n'y partait pas. Donc aujourd'hui, il est trop tôt pour y voir clair. Ce que l'on sait, c'est que les candidatures seront officiellement connues le 17 décemembre. On parlera de François Hollande dans quelques instants. Il ne pouvait pas être envisagé de choisir une candidature unique de toute la gauche sur un socle commun de programme, puisque c'est ce que demandait une grande partie de la gauche en janvier. Mais c'est ce qu'a proposé le Parti Socialiste. À l'origine, on était sur d'autres dates, puisque nous avions proposé qu'on puisse avoir une candidature véritablement unique de l'ensemble de la gauche, allant du Parti communiste jusqu'à Europe Écologie Les Verts au PRG. Mais malheureusement, la gauche étant aujourd'hui divisée entre la tendance pro-gouvernementale et la tendance anti-gouvernementale, en tout cas c'est un peu comme ça que je vois les choses, cela n'a pas été possible et on ne peut que le regretter. En tout cas, donc, le candidat sera bien désigné, élu sur son propre programme et pas celui d'un socle commun. Oui, en tout cas, il sera désigné sur un travail déjà qui se fait en interne du Parti Socialiste dans le cadre de ce qu'on appelle les cahiers de la présidentielle, où il y a un travail d'élaboration d'un projet pour la France 2017-2022. Et c'est sur cette base-là, et également sur la base de sa personnalité, de son programme, que la candidate ou le candidat, en effet, sera choisi lors d'un vote qui interviendra pour le premier tour le 22 janvier et le 29 janvier pour le second tour. Christophe Conil, on ne sait pas encore quelles sont les intentions d'Emmanuel Macron. Ce que l'on sait localement, c'est que l'ancien ministre de l'économie qui a démissionné du gouvernement sera pour son deuxième meeting au Mans ce mardi à 19h au centre des expositions. Est-ce que vous vous rendrez à ce meeting comme premier fédéral départemental ? Non, parce que je pense que je n'y ai pas ma place. Je regarde la démarche de M. Macron avec beaucoup d'intérêt parce que le personnage me plaît. Je trouve qu'il a un côté iconoclaste dont la politique française a besoin. Il est capable un peu de briser un certain nombre de tabous, d'aller un peu au-delà d'un certain nombre de dogmes, et ça c'est plutôt positif. Mais en même temps, aujourd'hui, il est dans une démarche qui est une démarche individuelle, qui n'est pas une démarche collective. Et moi, je suis ici le responsable départemental d'un parti politique et je ne peux pas, même si j'en aurais envie, aller au meeting de M. Macron sans lui donner d'une certaine façon une sorte de quitus. Et donc, je n'irai pas, mais je vais regarder avec beaucoup d'attention ce qu'il dit. Donc, il faut en déduire que la venue de Emmanuel Macron au Mans n'est pas une initiative de la fédération départementale du Parti Socialiste. Ah non, à aucun cas. En aucun cas. On a eu beaucoup d'appels à la fédération de gens qui appelaient en disant on aimerait avoir des infos sur la venue d'Emmanuel Macron. Mais non, Emmanuel Macron n'est pas au Parti Socialiste. En Marche ne dépend pas du Parti Socialiste et donc, logiquement, le Parti Socialiste n'a rien à voir dans cette affaire. Donc, à quoi doit-on la venue d'Emmanuel Macron au Mans ?
Écoutez, il a fait un choix qui est un choix personnel. Peut-être que Le Mans a des attraits. En tout cas, je pense que notre ville n'en manque pas. Et qu'il soit de passage dans notre ville, c'est plutôt quelque chose qui est positif. Comment perçoit justement au Mans cette venue Stéphane Le Foll, qui est le porte-parole du gouvernement et un très proche de François Hollande, on le sait? Écoutez, vous poserez la question à Stéphane Le Foll. Moi, je n'ai pas à répondre pour Pierre-Paul Jacques. Je crois qu'on est dans un moment où s'expriment un certain nombre de talents, un certain nombre de projets, un certain nombre de visions de la France. Qu'Emmanuel Macron vienne présenter la sienne au Mans, c'est plutôt quelque chose qui est intéressant. Il faut regarder. Bon, entre nous, ça n'a pas été très bien perçu par Stéphane Le Foll, on peut se le dire. Je sais pas, il m'en a pas parlé. Non, du tout. Vous arrivez à vous parler quand même de temps en temps. Avec Stéphane, on se parle très bien, mais je veux dire... Après, on a des choses peut-être beaucoup plus importantes à parler que cela. Alors, bien évidemment, tout le monde se demande si François Hollande sera ou ne sera pas candidat à cette primaire. Le président de la République pourrait ne se prononcer qu'au dernier moment, selon le calendrier du dépôt des candidatures. C'est la première fois qu'un président en exercice pourrait être candidat à une primaire au sein même de son parti. Est-ce que, Christophe Counil, l'organisation d'une primaire ne lui enlève pas toute sa légitimité à être candidat pour briguer un second mandat ? À titre personnel, moi je pense que c'est une erreur d'organiser cette primaire. C'est une erreur parce que autant la dernière fois la primaire a été une machine à rassembler, une machine à gagner. Et c'est vrai que les 3 millions de personnes qui s'étaient déplacées pour choisir le candidat du Parti Socialiste aux élections lui ont donné un élan qui a fait la différence. Autant là, je pense que ça risque d'être la machine à perdre. Parce que finalement, pour pouvoir exister face éventuellement au président ou au Premier ministre, les autres candidats n'auront de cesse que de dénoncer ce qu'a fait le gouvernement. Et donc, au final, on en sortira tous globalement affaiblis. Je pense que c'est une erreur que d'avoir engagé cette primaire. Imaginez-vous un seul instant, en 1988, demander à François Mitterrand de se plier à une primaire pour savoir s'il allait être à nouveau candidat au titre du Parti Socialiste à l'élection présidentielle de 88. Voilà, après, le choix a été fait. Et le choix, il est clairement assumé par François Hollande. Parce qu'en même temps, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, il l'a montré, qui a de la combativité. Et avoir un premier round d'échauffement sur les primaires, défendre son bilan, défendre son action, montrer ce qu'il a dans le ventre, je crois aussi que c'est ce qu'il a derrière la tête. Donc, il y a en effet cette double appréciation des choses qui est possible. Penser que c'est une erreur et en même temps penser, quand on est optimiste, que ça peut aussi remobiliser la gauche en tout cas. Alors, puisqu'il y a cette primaire, est-ce que ça veut dire que François Hollande n'a pas pu ou n'a pas su rassembler sur sa seule candidature ? C'est pas la question d'avoir su ou non rassembler sur sa candidature, puisqu'on ne sait pas s'il est candidat. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il n'a pas su rassembler sur sa politique au sein du Parti Socialiste, puisqu'on voit très bien que depuis quelques mois, quelques années, il y a une partie du groupe parlementaire, notamment ceux qu'on appelle les frondeurs, qui se sont mis de côté par rapport à la politique gouvernementale. Donc, il n'y a rien d'étonnant qu'il ne fasse pas l'unanimité d'une certaine façon. Après, on pourrait disserter longtemps sur les raisons de la fronde. Est-ce qu'elle était justifiée ou non? Est-ce que le parti aurait dû réagir? C'est une autre question. Est-ce que le résultat des primaires à droite et au centre qui est attendu pour le 27 novembre prochain pourrait être déterminante sur sa candidature? Écoutez, je ne sais pas. C'est-à-dire savoir à qui il sera opposé à droite. Je ne suis pas dans le sein des saints. Connaissant François Hollande comme je le connais, je pense que ça peut parfois avoir l'effet inverse. Rappelez-vous, lorsque, à l'issue des élections cantonales de mars 2011, il annonce sa candidature aux primaires, tout le monde rigole. Pour autant, c'est lui qui a été désigné et haut la main. Donc, je crois que c'est un homme qui est plein de ressources et qui n'a pas fini de le prouver. Après, est-ce qu'il ira au bout de la démarche? Je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une candidature de François Hollande qui se prépare. Après, des préparations ne veulent pas le dire que ça ira jusqu'au bout. Parce qu'effectivement, il faut rappeler l'histoire. En 2011, François Hollande était crédité seulement de 3% dans les sondages et finalement, c'est lui qui a été le candidat socialiste. Oui, alors quand aujourd'hui il est crédité de 18%, on se dit qu'il part déjà de beaucoup plus haut. Alors selon un sondage de Odoxa du 30 septembre pour France Info, 80% ne souhaitent pas que François Hollande se représente. Parmi eux, sur les 992 personnes sondées, 64% des sympathisants de gauche. Est-ce que vous comprenez cette défiance des Français, des sympathisants de gauche sondés contre le président de la République? Oh non, j'ai beaucoup de mal à la comprendre parce que moi j'ai dans mon parcours personnel au sein du Parti Socialiste une affection toute particulière pour François Hollande.
J'ai toujours trouvé qu'il était quelqu'un de simple, quelqu'un à l'écoute, quelqu'un capable d'assumer des responsabilités. J'ai plutôt tendance à croire qu'il l'a prouvé, en tout cas au niveau gouvernemental. Il y a certes eu des erreurs dans ce quinquennat, notamment sur la façon dont on n'a pas su peut-être expliquer les choix politiques que l'on a faits, mais cette défiance, elle n'est pas justifiée. Quand on voit la personnalité de François Hollande et à côté la personnalité de Nicolas Sarkozy, qui était extrêmement clivante, on ne comprend pas forcément ce rejet aujourd'hui. Est-ce que c'est le rejet de l'homme? Est-ce que c'est le rejet d'une politique? Est-ce que c'est le rejet d'un climat de la société aujourd'hui? Je n'y vois pas assez clair. Et peut-être qu'il va falloir laisser un peu de temps pour que les choses s'éclaircissent. Et s'il est candidat, ça permettra en tout cas de clarifier considérablement les choses. Voilà, j'allais vous poser la question. Est-ce que s'il était candidat, ce serait enfin une occasion d'expliquer ses choix politiques et d'en faire le bilan? Oui, et puis surtout de répondre coup pour coup aux attaques qui lui sont portées. Je veux dire, il a connu depuis son accession au pouvoir des attaques absolument sans nom sur tous les sujets. Et comme il a voulu être un président qui est à la fois au-dessus de la mêlée, un président qui est en capacité de ne pas réagir au coup par coup, il n'a pas su, à un moment où il n'a pas pu justement réexpliquer, répondre. Et il n'est jamais aussi bon que lorsque justement il est dans la défense. Reprenez la vidéo où par exemple il débat d'une certaine façon avec Marine Le Pen au Parlement européen. On voit qu'il a des choses à dire, mais souvent son rôle de président de la République l'empêche. Et demain, François Hollande candidat, je pense qu'il sera en mesure probablement de reconquérir en tout cas le cœur des Français. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. François Hollande s'était engagé à n'être candidat que s'il réussissait à inverser la courbe du chômage. 88% des sondés n'y croient plus. Est-ce que vous pensez que tout est encore possible en 6 mois alors qu'il y a ces derniers mauvais résultats qui sont tombés sur la période d'août? Alors, si on prend les 12 derniers mois, il y a réellement une inversion de la courbe du chômage. Après, je pense que les évolutions, elles ne peuvent pas être linéaires, d'avoir une courbe qui descend comme ça. Il y a forcément des à-coups. Les à-coups de septembre s'expliquent plutôt par rapport au climat de cet été. C'est vrai que l'attentat de Nice, par exemple, a eu un impact très fort sur le tourisme et donc on le retrouve sur les chiffres du PIB sur le deuxième trimestre ou les chiffres du chômage, par exemple. Mais en tout cas, sur les 12 derniers mois, il y a une baisse. Donc aujourd'hui, l'inversion, elle existe. Il y a des créations d'emplois qui se font en nombre plus important et la baisse est la plus sensible, par exemple, dans le domaine de l'emploi des jeunes. Donc je sais qu'on en parlera tout à l'heure, donc on peut déjà le dire. Donc l'inversion, elle existe. Par contre, elle n'est pas probablement aussi forte que ce que les Français attendent, et à juste titre. Est-ce que ces primaires citoyennes seront, d'après vous, différentes des précédentes en raison justement des tensions et des ruptures au sein de la gauche, et notamment au sein de la gauche du Parti socialiste? Je ne sais pas, parce qu'en même temps, les gens qui sont candidats, je pense qu'ils sont doués de responsabilité, en tout cas, je l'espère, et qu'ils sauront à un moment faire en sorte que le débat se passe dans un climat serein et qu'on soit en mesure de rassembler après l'élection. Je crois que personne n'a intérêt à la division, personne n'a intérêt à l'éclatement, à la dispersion. Il y a plutôt l'intérêt de se serrer les coudes et j'espère qu'à l'issue du résultat du 29 janvier, en tout cas, le Parti socialiste et ses partenaires pourront afficher un visage d'unité. Mais je vois en même temps que la question traverse aujourd'hui la classe politique. Europe Écologie Les Verts, par exemple, ce week-end, le responsable national d'Europe Écologie Les Verts disait il faut qu'on discute avec le Parti socialiste sur un projet commun. Donc moi, je n'ai pas tiré une croix sur la question de l'unité de la gauche à l'élection présidentielle. Je pense qu'elle sera moins dispersée que ce qu'on pense, tout simplement parce qu'il va aussi falloir avoir les 500 signatures et la transparence qui est de mise maintenant. On réclame sans cesse la transparence en démocratie qui est de mise sur les signatures. Aussi, la perte d'influence de la gauche dans un certain nombre de collectivités va probablement faire en sorte que pour un certain nombre de mouvements politiques, il va être plus difficile d'obtenir les 500 parrainages et à terme d'avoir moins de candidats et donc plus d'unité. C'est un peu contraint, mais je pense que c'est aussi une solution pour demain permettre à la gauche d'être au second tour de cette élection présidentielle. Pour parler concrètement de ces primaires, est-ce qu'on sait déjà comment elles vont s'organiser dans près de 8000 bureaux de vote et notamment dans les bureaux de vote du département? 30 sont prévus au Mans, je crois. Alors non, pas 30 au Mans, c'est 34 dans la Sarthe. D'accord. Donc il y aura 10 bureaux de vote sur le Mans, 24 sur la périphérie mancelle.
Nous avons généralement 1 à 2 bureaux par canton. Nous les avons répartis équitablement sur le territoire. Et d'ailleurs, lorsque l'on croise notre carte avec la carte de la primaire UMP, on voit qu'on est à peu près sur les mêmes emplacements de bureaux. Eux en mettent plus dans un même lieu. Nous, il y en aura 34 en tout cas sur l'ensemble du département. On est un tout petit peu moins que la dernière fois, mais on avait vu qu'il y avait des bureaux qui n'avaient pas trop fonctionné, donc on a regroupé certaines zones. Est-ce que pour ces primaires citoyennes, il y aura aussi une charte à signer sur les valeurs de la gauche et des écologistes pro-gouvernementaux ? Alors, une charte pour l'électeur, vous voulez, pour Oui, la personne qui vient qui... voter? Oui, tout simplement, comme la dernière fois, lorsqu'on émergera, disant qu'on partage les valeurs de la gauche. Alors, il y a des électeurs de gauche qui ont déclaré qu'ils iront voter aux primaires de la droite et du centre. Est-ce que vous, d'abord, en tant que Premier fédéral, vous encouragez des électeurs de gauche à se rendre à ces élections primaires de la droite et du centre? Et est-ce que la haute autorité, qui doit contrôler s'ils ont le droit de voter pour les primaires citoyennes, vérifieront si ceux qui votent ont voté ou pas à ces primaires de la droite et du centre? En effet, je connais un certain nombre de personnes à gauche, voire de militants socialistes, qui envisagent d'aller voter à cette primaire républicaine. Moi, c'est quelque chose qui me pose question véritablement, parce que lorsqu'on va voter à la primaire organisée par les Républicains, on signe un papier comme quoi on partage les valeurs de la droite. Alors, est-ce qu'on partage les valeurs de la droite? Est-ce qu'on partage les valeurs de la gauche? Je crois qu'à un moment, il y a des choix. Lorsque je vois certaines déclarations de M. Wauquiez, de M. Ciotti, d'un certain nombre de personnes des Républicains aujourd'hui, moi je sais qu'en tout cas je ne partage pas leurs valeurs et donc je ne peux pas aller voter à cette primaire très clairement. Ensuite, j'entends un certain nombre de gens qui disent « Oh, on va aller voter parce qu'on veut se débarrasser de Sarkozy ». Moi, je pense que la meilleure chose à faire pour la gauche, c'est que Sarkozy soit le candidat de la droite. Donc, si il y a à aller voter pour les primaires, autant aller voter Sarkozy plutôt qu'aller voter Juppé, quoi. Voilà, de fait, il y aurait un duel du second tour entre les deux anciens présidents de la République. C'est possible, on verra. Mais vous savez, reprenez toutes les élections présidentielles. Il n'y en a jamais une où le scénario était écrit à l'avance. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai voté à l'élection présidentielle, on m'avait expliqué que que Balladur était sûr d'être élu président de la République. Il est vrai. Au final, on a eu Lionel Jospin en tête du premier tour et Jacques Chirac élu président. Alors, tout ce qui a suivi ensuite, c'est pareil. Il y a un scénario qui est écrit au mois d'octobre, au mois de novembre. Il ne se réalise jamais. Donc le scénario Alain Juppé, président de la République contre Marine Le Pen au second tour, moi pour le moment, j'y crois pas. Il se réalisera peut-être, mais l'histoire a montré qu'il faut être très prudent en la matière. Comme personne n'avait prévu en 2002 que Lionel Jospin serait éliminé dès le premier tour. Non, personne n'avait prévu non plus. C'est très clairement, en 2002, Jospin était élu sans aucune difficulté président de la République. C'est pas ce qui s'est produit. Après les présidentielles et législatives des 22 avril et 7 mai, le 8 décembre, les militants de la Sarthe désigneront les 5 binômes titulaires et suppléants en vue de leur candidature sur les 5 circonscriptions. Est-ce que la Fédération de la Sarthe du Parti Socialiste a déjà acté les candidatures qui doivent être validées? Ah non, du tout. Je viens juste de signer ce matin l'appel à candidature qui part à l'ensemble des militants. Ils ont, je crois, jusqu'à la mi-novembre pour déposer leur candidature. Donc, il y a du temps en tout cas à venir, mais je ne pense pas qu'il y aura de grands bouleversements dans les candidats socialistes parce que d'abord nous avons déjà beaucoup d'élus sortants, Françoise Dubois, Marietta Caramanli, Stéphane Le Foll avec Sylvie Tolmont, et ils ont plutôt envie d'aller défendre devant les électeurs le bilan qui est le leur. Guy-Michel Chauveau a dit que pour des raisons liées à l'âge et à la nécessité de renouveler, il ne serait pas nouveau candidat. Donc on aura en tout cas un nouveau candidat sur la 3e circonscription. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il n'y aura pas de grands changements et de grands bouleversements parce qu'il y a nécessité aussi de conserver les équipes qui sont en place parce qu'elles sont les mieux à même d'expliquer la politique qui a été conduite. De ces présidentielles et des législatives découleront des décisions en fonction du résultat des élections, bien sûr, et de l'application, après le 31 mars, de la loi sur le cumul des mandats. Un parlementaire ne pourra plus être maire, adjoint, président ou vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale, d'un conseil départemental, d'un conseil régional ou d'un syndicat mixte. Au Mans, bien sûr, la loi s'appliquera pour le sénateur-maire. Au cas où Jean-Claude Boulard ne poursuivait pas son mandat de maire, seriez-vous candidat à sa succession, puisque vous l'aviez fait savoir en un temps? Écoutez, pour le moment, la question, elle ne se pose pas. Il y a un maire, il est maire. Qui est sénateur du Mans jusqu'en 2020.
La décision d'abandonner l'un de ses mandats lui appartient et moi, je ne me projette pas ainsi dans l'avenir. Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent. Marietta Caramanli, par exemple, a annoncé qu'elle serait plutôt favorable. Voilà. Il y a un certain nombre de gens qui parlent. Moi, je travaille. Voilà. Il y a ceux qui parlent, ceux qui vont à Paris tous les jours et qui parlent de Paris. Moi, je suis au Mans tous les jours. Je travaille tous les jours pour les Manceaux. Et c'est la seule réponse que je ferai à cette question. La ville du Mans a créé sa police municipale qui comptera 23 agents en juin 2017. Actuellement, ils sont 13. Bon, c'est un petit peu juste, mais est-ce que déjà vous pouvez dresser un bilan à un mois de sa mise en service ? Oui, en effet, ça fait un mois que les 13 premiers agents sont véritablement sur le terrain, sont véritablement opérationnels. Ils sont en train progressivement de prendre leur marque. Moi, je leur ai donné comme priorité d'être d'abord présents sur le cœur de ville, parce que c'est là où il y a le plus de difficultés, et puis dans les zones de sécurité prioritaires. Donc, ils sont en train, en effet, de prendre leur marque, de commencer à traiter un certain nombre de dossiers. J'ai eu l'occasion de faire une balade avec eux de nuit dans le cœur de ville. Ce que j'ai noté d'abord, c'est leur professionnalisme. On sent très bien qu'on a des gens qui ont été formés pour faire le travail de policier et ils le font d'une façon très différente de précédemment nos agents de tranquillité. Il y a un vrai professionnalisme, il y a une vraie façon de se comporter. Il faut dire qu'ils ont été formés aussi. Ah, tout à fait, il y a eu 9 mois de formation. Et à côté de ça, dans le regard des gens, je voyais beaucoup de, peut-être même de sympathie, oui, en tout cas de reconnaissance de leur présence. Ils sont visibles, ils sont là, ils sont présents, ça plaît aux habitants. Et moi, j'étais un peu en retrait, je les laissais devant et j'étais frappé par le nombre de personnes qui leur disaient spontanément bonjour. Moi, derrière, personne ne me disait bonjour, mais c'est pas grave, parce que c'était pas moi qui étais devant. Et donc, on sent en tout cas qu'il y a une attente très forte chez les Manceaux sur la police municipale. Je suis régulièrement interpellé dans toutes les rues, on me dit « Ah, on n'a pas encore vu la police municipale dans notre rue ». Mais la police municipale n'a pas vocation à être dans toutes les rues. La police municipale a la vocation à être là où il y a des difficultés, en relais de la police nationale. Et c'est vrai que je désigne très clairement un certain nombre de zones prioritaires sur lesquelles je souhaite une présence plus active. Lorsqu'ils seront 23, on pourra être encore plus efficace. Et si demain on augmente encore le nombre, on le sera. Mais la prise de fonction, en tout cas, se passe bien. C'est des agents qui sont très motivés, qui ont envie de bien faire. Et pour le moment, je suis très satisfait de ce que je vois. Alors, ils interviennent sur des moments bien déterminés. Hein. Oui, mais vous savez, ils peuvent intervenir parfois à partir de 6 heures du matin, par exemple, pour permettre le déploiement du marché aux Jacobins, à côté de chez vous, mais parfois jusqu'à minuit, 1 heure du matin. Donc, pas simplement jusqu'à 22 heures ? Non, je leur demande une fois par semaine de finir à minuit, 1 heure, de façon à pouvoir aller voir des thématiques ou des problématiques qu'ils ne voient pas d'habitude. Ils finissent tous les soirs à 22 heures et une fois par semaine, pas systématiquement le même soir, on pousse un peu plus tard, ce qui nous permet de traiter un certain nombre de doléances également. Alors, l'actualité avec les risques d'attentats a fait monter au créneau le syndicat des policiers municipaux qui réclamait à être armés pour se protéger. Est-ce que cette demande pourrait se poser au Mans ? Pour le moment, elle est posée par l'opposition municipale, très clairement. Les agents ne posent pas du tout cette question. J'ai eu l'occasion de les croiser à de nombreuses reprises, d'échanger avec eux. Il n'y a pas cette demande. Et reprenez les déclarations d'Anne Hidalgo ce week-end qui explique pourquoi la police municipale de Paris ne sera pas armée. Non, pas Anne Hidalgo, excusez-moi. Johanna Roland à Nantes, qui explique pourquoi elle ne va pas armer sa police municipale. On est exactement sur la même ligne. C'est-à-dire qu'il y a 2 polices différentes. Il y a la police nationale qui doit réprimer les crimes et les délits et qui a besoin d'être armée pour cela. Et il y a une police municipale de proximité qui doit faire de la prévention, qui doit faire de la gestion de l'incivilité, qui n'a pas forcément besoin d'être armée et qui ne le demande pas d'ailleurs. Et ce que je note dans le débat actuel au sein de l'Association des maires de France, c'est que beaucoup de maires rejoignent la position Manseille en disant « Attention, ne jouons pas le rôle de la police nationale, nous n'avons pas le même métier ». Ce qui n'empêche pas que la police municipale a déjà réalisé quelques interpellations. Ils ont immobilisé, grâce à leurs menottes, un certain nombre de personnes qui pouvaient poser problème. Soit la police a pris le relais, soit ils les ont emmenés au poste de police nationale. Mais l'absence d'armes n'empêche pas d'agir. Et je rappelle qu'ils sont armés d'un tonfa, bâton de défense,
d'une bombe lacrymogène, donc ils ont des moyens de défense. Par contre, c'est très clair, je ne souhaite pas et je ne les doterai pas de moyens d'attaque. Depuis le 5 septembre, la ville a aussi mis en place un nouveau service dit service prévention-sécurité avec 120 agents et 3 élus référents. Quelle est leur mission ? Bien, c'est tout simplement que depuis très longtemps, les agents qui gèrent les questions de tranquillité publique au Mans ont été divisés dans 3 services. Ça veut dire 3 chefs de service, ça veut dire des difficultés à coordonner souvent les actions. Donc nous avons décidé d'avoir une seule tête. Daniel Pénaud, directeur du service tranquillité. Et derrière, nous avons organisé nos équipes, les 120 agents, en fonction des missions qui sont les leurs. Il y a des agents qui vont se concentrer sur la médiation, ce que l'on fait depuis longtemps au Mans et que l'on fait bien. Des agents qui vont se concentrer sur la prévention, et ça c'est nouveau. On donne des moyens à ce pôle-là pour se mettre en place et aller faire de la prévention hors et en milieu scolaire auprès des jeunes, et un pôle sécurité dans lequel on retrouve la police municipale notamment. Et donc, prévention, médiation, sécurité, ce sont les 3 piliers de notre politique et on a décliné le service de cette façon-là. Un sondage réalisé par Ipsos à la demande notamment de SOS Addiction et du CNAM est présenté ce lundi au Sénat à l'occasion d'un colloque sur la législation du cannabis. Il révèle que 52% des Français sont favorables à une législation qui le contrôle. Par ailleurs, la moitié des Français seraient favorables à une autorisation de consommation de cannabis pour les majeurs. D'autres chiffres, 52% estiment que la vente de cannabis sous le contrôle de l'État serait efficace, sachant que 84% considèrent que la législation actuelle est, elle, inefficace. Qu'est-ce que vous pensez des résultats de ce sondage ? Plutôt favorable au cannabis ? C'est un des rares sujets sur lequel j'ai du mal à avoir un avis construit. J'interroge beaucoup autour de moi des professionnels, et en fonction du dernier qui a parlé, c'est lui qui a raison. C'est un peu ça sur ce sujet parce que, en fait, on est pris au piège d'une double problématique. Il y a d'abord une problématique de tranquillité, de sécurité. On voit très bien que l'un des problèmes numéro 1 au Mans, c'est le trafic. C'est pas forcément le trafic de drogue dure parce que celui-ci se fait pas dans la rue, il est très masqué. Mais le trafic de cannabis, c'est celui qu'on a venu avenue Leclerc, qu'on voit au Halles, qu'on voit sur un certain nombre de quartiers qui crée ce sentiment d'insécurité et qui donne une idée d'impuissance des forces de sécurité. Donc on pourrait tenter de se dire, puisqu'on n'arrive pas à juguler ce trafic, et puisqu'il y a des gens qui viennent acheter, dans tous les quartiers, dans tous les milieux de la société, il faudrait peut-être le légaliser. Mais à cela, on va opposer une question de santé publique. On sait que le cannabis est une drogue, qu'il peut conduire à de la dépendance, qu'il peut demain permettre de passer à des drogues plus dures. Et donc, ce n'est pas forcément une bonne idée en termes de santé. Donc, ce qui n'est pas toujours une vérité, le fait de passer d'une drogue douce à une drogue dure. Je ne sais pas, mais c'est en tout cas certains discours qui sont tenus. Alors, faut-il le légaliser, pas le légaliser ? Par exemple, si on décide de dépénaliser l'usage de cannabis, très bien. Ça veut dire que chacun va pouvoir aller acheter son cannabis quand il veut. Mais ça veut dire que du coup, les trafics vont se multiplier. Donc, est-ce qu'il faudrait organiser cette vente par l'État chez les buralistes ? J'entends un certain nombre de personnes qui disent ça, mais vous savez que le cannabis que vous achetez peut y avoir plusieurs teneurs en pourcentage. TNT, je crois. Oui, le pourcentage de TNT. Le pourcentage qui sera vendu dans les bureaux de tabac sera souvent un pourcentage assez faible. Et des gens qui veulent un pourcentage plus élevé, ils iront s'alimenter sur le marché illicite. Donc le trafic va perdurer. Donc on voit qu'on est dans une sorte de magma où il y a plein de considérations à prendre en ligne de compte, ce qui fait que, je suis désolé, mais c'est comme sur la carte scolaire, c'est une question sur laquelle je n'arrive pas à avoir un avis fixe. En même temps, est-ce que ça ne permettrait pas de réguler cette économie souterraine qui crée quand même une hyper-violence dans certains quartiers, pas au Mans forcément, mais dans d'autres villes comme Marseille ? C'est pas le cannabis qui crée de la violence. Vous savez... c'est ce que disait Benoît Hamon ce matin. Non, parce que la barrette, je sais pas, je discutais des prix l'autre jour avec le commissaire, il me disait que la barrette de cannabis, elle se vendait à 20-30 euros. C'est pas là-dessus que se joue la violence. La violence, elle va se jouer sur la drogue dure, l'héroïne, la cocaïne, l'ecstasy, etc. C'est pas sur ce trafic-là. Mais c'est vrai qu'en même temps, on pourrait tenter de penser ça. Et il y a les problèmes de santé publique. Je n'arrive pas à avoir d'avis.
Le verdict de la Cour des comptes sur les emplois aidés et les dispositifs d'insertion des jeunes est tombé mercredi dernier. Les aides sont insuffisamment adaptées et leur coût croissant est élevé pour des résultats dits décevants, c'est ce que dit la Cour des comptes. Alors que les politiques en faveur de l'emploi des jeunes est une priorité des pouvoirs publics, notamment du gouvernement, elles ne réussissent pas à faire baisser le taux de chômage des 16-25 ans, 2 fois plus élevé que les autres catégories d'âge. L'État, les collectivités et Pôle emploi y ont pourtant consacré quelques 10,5 milliards d'euros en 2015. L'un des griefs de la Cour des comptes, c'est leur complexité, avec l'apparition de 3 nouveaux dispositifs du gouvernement. Le contrat de génération qui incite simultanément au recrutement d'un jeune et au maintien de l'emploi d'un senior. Les emplois d'avenir destinés aux jeunes non qualifiés. Le CIE Starter qui est destiné aux jeunes résidant dans des zones urbaines sensibles et qui sont venus donc s'ajouter au contrat unique d'insertion qui lui avait été simplifié en 2010. Cependant, des solutions plus intensives et courtes s'avéreraient relativement plus efficaces en termes d'emploi, comme la garantie jeune, qui est un dispositif d'insertion destiné aux jeunes en grande vulnérabilité, ou encore des dispositifs de la deuxième chance permettant de poursuivre ou de reprendre des études. Les dispositifs d'accompagnement de longue durée sont, eux, davantage remis en cause. Seulement 23% des anciens bénéficiaires auraient suivi une formation dans le cadre de leur contrat, selon la Cour des comptes. Alors, Christophe Counil, une question. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce rapport sur la Cour des comptes, sachant que l'emploi, et notamment l'emploi des jeunes, est une priorité du gouvernement, et j'ai envie de dire de tous les gouvernements qui se sont succédés? C'est vrai que il y a 2 publics qui sont plus particulièrement frappés par le chômage. C'est les jeunes, parce qu'ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas l'expérience, et ça touche principalement les jeunes qui n'ont pas de qualification. La grande majorité des jeunes qui ont une qualification vont trouver de l'emploi. Ça va peut-être être long parfois, mais ils vont trouver de l'emploi. Et ceux qui restent sur le carreau, c'est très clairement les moins qualifiés. Et à l'autre bout de l'échelle, il y a les seniors, qui eux, parfois, sont trop qualifiés, trop chers. Peut-être trop vieux. C'est ce qu'on leur dit quelquefois. Un peu usé par le travail. Ah, pas forcément usé, c'est ce qu'on leur dit. Non, mais aussi, je le vois bien, puisque vous savez, moi je tiens 2 permanences par semaine, je reçois à peu près 800 personnes par an. Sur ces 800 personnes, il y a beaucoup de gens qui sont au chômage, et je touche cela de près. Alors après, il faut faire de l'emploi des jeunes une priorité, très clairement. Parce que permettre à un jeune à un moment de pouvoir construire sa vie, de pouvoir prendre son autonomie, de pouvoir prendre son envol par rapport à la vie d'avant, c'est vraiment la priorité que le président Hollande avait fixée. Alors ça, tout le monde en convient, Christophe Counil, sauf qu'il y a les résultats. Ont été prises. Alors vous en avez cité quelques-unes. Le contrat de génération, c'était la grande idée de François Hollande, ça n'a pas marché. Le gouvernement en a tiré les conclusions, il a arrêté. Les emplois d'avenir, c'est décrié par la Cour des comptes. Moi, je trouve au contraire que c'est quelque chose de formidable. C'est les anciens emplois jeunes. Sauf que dans le temps, quand on embauchait un emploi jeune, on allait souvent prendre le plus qualifié. Et on laissait de côté le moins qualifié. Là, sur l'emploi jeune, ça ne s'adresse qu'aux jeunes sans qualification. Moi, j'ai quelques exemples de jeunes qu'on a embauchés dans les collectivités, avec lesquels j'ai travaillé. Ça a été dur au début. Mais ils s'en sont sortis. L'autre jour, par exemple, au syndicat mixte Gens du Voyage, j'avais fait 2 contrats. Il y a un jeune, il a fini son contrat il y a 3 mois. Il a même fini son contrat un peu plus tôt parce qu'il est parti vivre dans un autre département avec sa conjointe. Et il a été embauché dans un conseil général pour travailler dans les collèges. Et ce qui a fait la différence, il a été emploi d'avenir. Il a appris à travailler. Il a été au contact de la population Gens du Voyage, qui n'est pas une population très simple. Ça a fait la différence. Et il a peut-être fait des formations. Par rapport aux autres candidats. Et je lui avais permis de faire des formations. J'ai plein d'autres exemples à la mairie. Il y a par exemple un jeune garçon qui travaille au Conseil des Sages. Le Conseil des Sages me dit qu'au début, ça a été un peu dur lorsqu'il est arrivé. Il a fait ses 3 ans. À la fin, tout le monde a dit « Ah là là, il faut surtout le garder, il est très bien ce garçon ». Aujourd'hui, il a pris des nouvelles fonctions dans la maison et je suis sûr que c'est quelqu'un qui aura une belle carrière chez nous parce qu'à un moment, on lui a donné sa chance. Et le problème de ces gamins, c'est ils sortent du système scolaire complètement démotivés, complètement détruits. Il faut les relancer. Et les relancer, ça ne se fait pas comme ça. Il y a du déchet. Ah oui, il y a un certain nombre de jeunes qu'on n'a pas pu garder parce qu'ils ne faisaient pas l'affaire. Mais il y en a, on s'est battu, on les a accompagnés, on les a formés et demain, ils auront du travail. Et ça,
la Cour des comptes peut dire tout ce qu'il veut, c'est qu'à côté, il y a des très belles réussites humaines, et ça, je crois que c'est important. Alors, la Cour des comptes, justement, Christophe Counil préconise de réduire la durée des contrats aidés, en particulier des emplois d'avenir, et de redéployer progressivement les crédits budgétaires, notamment vers le développement de la garantie jeune, puisqu'elle concerne aujourd'hui 80 000 inscrits et devrait être généralisée, c'est ce qu'a annoncé la ministre El Khomri, à partir de 2017, tel que, en tout cas, c'est prévu par la loi travail, qui est une forme d'emploi qui a été expérimentée en 2013. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas opposer les deux mécanismes. L'emploi d'avenir sur 3 ans, je peux vous dire que 3 ans pour mettre un jeune sans formation, sans qualification, au travail, le former, 3 ans c'est très bien. À côté de ça, la garantie jeune est une formidable avancée mise en place par le gouvernement Hollande. Je l'avais moi-même proposé lorsqu'on était candidat à la présidence du département en 2011. C'était notre grande priorité des coups de pouce aux jeunes. C'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on a un jeune dans son parcours, il est bloqué. Comment on va l'aider à débloquer ce parcours d'accès au logement, d'accès à la formation, d'équipement éventuellement, et d'accès à l'emploi au final. Je pense que ce dispositif est une grande réussite. Il faut probablement y mettre plus de moyens aujourd'hui. La Cour des comptes a raison là-dessus. Mais ne laissons pas tomber les contrats aidés parce que derrière, il y a de la réussite. Et puis surtout derrière, il y a des jeunes qui ne sont pas au chômage. Tout à fait. Alors, et d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez dit qu'on n'avait pas réussi à faire reculer le chômage des jeunes. Non, c'est faux. Le chômage qui a le plus reculé depuis le début du quinquennat, c'est la catégorie 18-25 ans. C'est là où les résultats sont les meilleurs, mais c'est là aussi où on a mis le plus de moyens. Et ça vient un peu en contradiction de ce que dit la Cour des comptes, mais en même temps, elle est dans son rôle que de critiquer, de remettre en cause les dispositifs. De fait, est-ce que la vraie question, c'est que très souvent, ces jeunes disposent de ces dispositifs dans des collectivités locales ou des associations qui n'ont pas de moyens suffisants pour consolider l'emploi et donc créer des postes pourtant vacants? Oui, mais en même temps, parfois, Ville et Le Mans Métropole, on a plutôt tendance à consolider parce qu'on a 3700 agents et donc les départs en retraite nous permettent de consolider les postes. Mais en même temps, je ne sais pas, un jeune qui aurait fait 3 ans d'emploi d'avenir à Radio Alpa, quand il sort de chez vous, il a une formation, il a une expérience qui lui permet de rebondir et d'aller ailleurs. Et c'est ça qui est important. Et en même temps, ça vous permet de reprendre un autre jeune et d'y consacrer du temps parce que c'est du temps derrière, c'est de l'encouragement, il faut le motiver, il faut lui permettre d'avancer. Et derrière, je le dis, il y a des réussites humaines qui sont fortes. Alors que le président de la République s'y est rendu le 26 septembre pour la première fois de son mandat, le ministère de l'Intérieur aurait commencé à envisager l'évacuation de la jungle de Calais où vivent plus de 7000 migrants. Dans une note adressée aux directions de 19 compagnies de CRS, il aurait évoqué un démantèlement dès le 17 octobre, c'est-à-dire dès lundi prochain, qui devrait se terminer pour le 27 octobre. La préfecture, bien sûr, ne confirme pas ces dires-là et en tout cas ne les dément pas non plus. Le ministère a demandé à tous les préfets de mobiliser 9000 places d'hébergement. Est-ce que le Mans en accueillera d'autres puisque certains ont déjà été accueillis? Alors, peut-être deux éléments de réponse rapides sur ce que vous dites. D'abord, revenir sur les origines de la jungle de Calais. Les origines de la jungle de Calais, c'est les fameux accords du Touquet qui fait que la frontière britannique est gérée en France. Et là, moi, je rejoindrai Xavier Bertrand, le président républicain de la région Hauts-de-France. Il n'est pas normal que ça soit à la France de gérer la frontière britannique. Ils ont fait un choix qui est de nous quitter, de divorcer. Ils devraient reprendre la garde de leurs frontières. Ça, c'est la première chose. Et il n'y aurait pas de jungle à gérer. Parce que la jungle, je crois que le terme est bien choisi. On est sur un monde où finalement les gens vivent dans une condition précaire. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de politiques qui les montrent du doigt, mais finalement, ce sont des gens qui sont en souffrance. Ce sont des gens qui se sont expatriés, dans des conditions pitoyables, qui vivent dans des conditions absolument pitoyables qu'aucun de nous n'accepterait, et qui en même temps, demain, l'espoir d'une vie meilleure. Donc, qu'il faille demain démonter la jungle est une nécessité absolue et il faut le faire. Le Mans a déjà accueilli des migrants. Nous en avons accueilli 150 du côté de la rue de la Mariette et à d'autres endroits. Ça se passe très bien. Je peux vous dire que dans le courrier que l'on reçoit en mairie, il n'y a jamais eu une plainte sur les migrants. Donc il faut continuer à en accueillir. Ce qu'a dit Madame la préfète, c'est qu'il fallait que l'effort soit réparti dans le département et que Le Mans avait fait l'effort et qu'il y avait d'autres villes qui pouvaient aussi demain accueillir des migrants. Voilà, Corinne Orzikowski. Merci Christophe Counil d'avoir commenté l'actualité sur Radio Alpa 107.3. On rappelle que vous êtes premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste de la Sarthe, adjoint au Mans délégué à la vie des quartiers, à la sécurité publique, conseiller communautaire et conseiller départemental de la Sarthe. On va se quitter avec votre choix musical, un titre de Yves Jamais, qu'on aime bien sur Radio Alpa, et ce titre c'est Prendre la route. Pourquoi ?
Parce que des fois, on a envie de prendre la route. Ça fait du bien de pouvoir aller voir ailleurs ce qui se passe. Et puis quand on revient, on se dit, c'est pas si mal chez moi. Merci à Frédéric Chauveau pour la réalisation technique de cette émission qui sera rediffusée mercredi à 8h et dimanche à midi. Quand bien qu'ayant les yeux clos, on ne trouve pas le sommeil, qu'on soit toujours en porte-à-faux au premier rayon du soleil, quand nos vies ne regardent plus tout à fait le même horizon, que soit trop étroite la rue et si petite la maison. Il faut savoir prendre la route, coûte que coûte, et se dire chacun son chemin. Ceux-là qui sont pavés de doute, pas de doute, ne sont pas sur les cartes Michelin. Quand noyés parmi les siens, on reste la nuit dans un verre, que le plus sublime des vins a un goût de mauvaise bière. Quand les amis nous camisolent, ouvrent trop grand leurs bras prison, que la solitude console, qu'on octambule sans raison. Il faut savoir prendre la route, coûte que coûte, et se dire chacun son chemin. Ceux-là qui sont pavés de doute, pas de doute, ne sont pas sur les cartes Michelin. Quand ne brille plus le soleil dans les yeux de ceux qu'on aimait, quand tout est vraiment trop pareil et identique à ce que c'était, quand on n'a plus que l'avenir pour mieux regarder en arrière, des chrysanthèmes de désir qui sèchent sur nos cœurs de pierre. Il faut savoir prendre la route, coûte que coûte, et se dire chacun son chemin. Ceux-là qui sont pavés de doute, pas de doute, ne sont pas sur les cartes Michelin. Répélé pour les pas des pep, step, 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 tapé, parolé, stop, do dip, do dip, do dip, t'es pour les pas d'apté, taboulé, raté de pépé, pépé, step, step, pap, pépé, parolé, tombé, pap, des mauvais, l'ombapé, des pap, no pépé, quand on a trop frotté nos peaux sur le cuir de nos amitiés, contre un bal des habits pas beaux, de convenance et emprunté, plutôt que de rendre son âme avant même que de succomber, et pour réanimer la flamme où brûle notre éternité, il faut savoir prendre la route, coûte que coûte, et se dire chacun son chemin. Ceux-là qui sont pavés de doute, pas de doute, ne sont pas sur les cartes Michelin. Il faut savoir prendre la route, coûte que coûte, et se dire chacun son chemin. Ceux-là qui sont pavés de doute, pas de doute, ne sont pas sur les cartes Michelin. Rappelez pour les pop, pep, 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 pap, pep, les pep, ta bébé. Party trip, oh, pop it, double bit.